À partir du moment où tu trouves ta passion, peu importe ce que c'est, ça peut être la peinture, le dessin, nous les arts martiaux, je sais pas, la natation, peu importe ce que c'est, au bout d'un moment donné, tu deviens bon dans ce que tu fais parce que tu es passionné. Donc ça veut dire que une partie de ta vie, une partie de ton énergie, de tes pensées sont tournées autour de ça. Donc c'est comme s'il y avait tout qui faisait que de toute façon, à un moment donné, tu vas être bon quand même dans ce que tu fais. Et c'est ce que je trouve génial parce que c'est un mécanisme qui est hyper simple, hyper basique et qu'on peut appliquer dans tout ce que tu veux, quoi. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Frétac. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Julien Perron. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, tu es conférencier, réalisateur de documentaires. En 2017, C'est quoi le bonheur? Et en 2018, tu as réalisé L'école de la vie. Tu es aussi le fondateur de Néo Bien-être et le créateur du festival pour l'école de la vie qui se passe à Montpellier depuis 7 ans, si je ne m'abuse. Depuis 5 ans, enfin oui, donc ce D'accord. sera la 6e année l'année prochaine. 6e année. Ouais. D'accord, j'ai avancé un peu. Moi, je t'ai découvert au travers de tes TEDx, des conférences que tu as pu mener à différents endroits. Et puis aussi, principalement, sur la diffusion de ton film « C'est quoi le bonheur ?» sur Internet, que j'ai largement diffusé à toute ma communauté pendant le confinement parce qu'il y avait vraiment besoin de se reconnecter à son propre bonheur et comment influencer son bonheur. C'est clair. Pendant que j'ai préparé cette interview, j'ai découvert qu'on avait pas mal de points en commun. Déjà dyslexique, hein, parce que moi aussi. Des voyages dès l'adolescence pour aller découvrir le monde, ce goût d'aller voir un peu ailleurs ce qui s'y passe pour mieux se découvrir soi-même. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Un goût pour les médecines alternatives. Être autodidacte, et puis cette envie d'amener une éducation plus bienveillante auprès des enfants. Moi, je m'arrête au stade d'influencer mes enfants. J'ai pas été plus large que ça, mais déjà j'ai fait des choix de mettre dans des écoles alternatives mes enfants, et donc il y a eu tout un questionnement par rapport à ça, et je crois que tu vas pouvoir beaucoup nous apporter sur ce chemin-là. Avec plaisir. Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? En fait, ça me fait sourire parce que, tu sais, moi aussi, je donne des lives, je fais des interviews aussi comme ça depuis un petit moment. Puis pendant cette période de confinement, j'en ai fait aussi un certain nombre. Et du coup, ça me donne envie de continuer. Donc maintenant, j'en fais, c'est tous les dimanches en fait. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, on pose tous cette question tu vois, au début. Et moi, je dis tout le temps la même chose parce que, en fait, je me considère avant tout comme un citoyen du monde avant les casquettes que tu as expliquées au tout début, comme créateur d'entreprise, réalisateur de films, créateur d'événements, etc. Parce que, en fait, profondément, c'est comme ça que je le ressens. Je me sens vraiment comme un citoyen qui fait sa part, en fait, tu vois, qui est dans l'action, parce que j'aime beaucoup être dans l'action, qui met ses excellences au service, en fait, plutôt des autres. Donc, je me sens plutôt au service des autres. Et c'est, ouais, enfin, si je dois me définir, c'est comme ça. Enfin, je me considère vraiment comme quelqu'un de lambda, en gros. Sauf que j'ai peut-être eu cette chance assez tôt de déceler mes excellences, en tout cas de m'intéresser à moi très tôt, et donc du coup de voir un peu justement là où moi j'étais doué, ce que j'avais envie, en fait, ce qui me faisait vibrer, d'avoir eu des parents qui m'ont fait confiance et qui m'ont accompagné aussi sur ce trajet, parce que je pense que, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je vois que c'est un vrai atout d'avoir eu des parents en fait très soutenants alors même si évidemment on a eu beaucoup de prises de tête, hein, forcément à l'âge de l'adolescence, etc. Mais globalement, ils m'ont Personne quand n'est même parfait et soutenu. nos parents surtout ne sont pas parfaits. C'est une très C'est bonne ça, chose qu'ils ne le soient pas. exactement. Mais c'est vrai que globalement, je me suis quand même senti soutenu et j'ai le sentiment d'avoir une confiance en moi, alors que j'ai développé à travers qui je suis et les choix que j'ai faits, c'est sûr. Mais ce tronc commun, cette base-là, quand même, elle vient de mes parents parce que, comme tu dis, moi je suis dyslexique et dysorthographique, donc à l'école, je n'avais pas cette confiance-là, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu long peut-être comme définition, mais voilà, moi je me considère comme un citoyen du monde. Un citoyen du monde. Parfait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est que le festival pour l'école de la vie? Alors le Festival pour l'école de la vie, c'est un festival qui est dédié à l'éducation.
J'ai créé ce festival parce que, donc, il faut remonter maintenant quasiment 5 ans et demi en arrière. J'ai écrit un article euh, qui était la vision que j'avais d'une école nouvelle. On peut appeler une école alternative ou une école positive, en tout cas une école un peu différente de notre système actuel. Et donc j'ai écrit ça parce que c'était une école que je rêvais quand j'étais plus jeune. Pas tous les jours, hein, mais je me rappelle souvent me dire ah là, ce serait bien si l'école était comme ça, si machin, etc. Et donc en fait, ça a refait surface à un moment donné. Et j'étais en train de faire du vélo précisément, donc je suis revenu au bureau et puis j'ai écrit en fait ce que j'avais dans la tête parce que c'était très clair. Et bah, je sais pas, ça m'a mis peut-être 1 heure, tu vois, pour l'écrire. Et puis je l'ai publié comme un article qu'on publie habituellement dans nos activités. Et ce qui a été assez dingue, c'est qu'en l'espace de 3 4 mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui me disaient waouh, c'est génial votre idée, est-ce que moi je peux vous aider, est-ce que je peux participer, comment on peut vous soutenir dans votre initiative, etc. Bon, alors je ne m'attendais absolument pas à avoir autant de retours. C'était juste un article de plus en fait pour moi. Et donc, comme il y avait beaucoup de retours, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et j'ai imaginé avec un stagiaire à l'époque d'organiser un pique-nique. Et donc, on a fait un pique-nique. On s'est retrouvé sur le plateau du Larzac, sur le site de Cantercel précisément. C'est à 1 heure de Montpellier, quoi, en gros. Et puis, on a passé une journée merveilleuse. Donc, il y a 600 personnes qui sont venues. Donc, c'était quand même un gros pique-nique. Au fur et à mesure qu'on communiquait sur cette idée de faire un pique-nique, il y a des personnes qui nous ont demandé si c'était possible de donner une conférence, de venir avec une table et des chaises pour présenter des outils, des produits. Alors nous, on n'avait pas pensé à ça, on voulait juste faire un pique-nique, donc on en a trouvé l'idée intéressante, donc on a dit OK, mais on a dû quand même s'amuser à défricher toute une forêt pour accueillir des... enfin, une forêt qui 600 appartenait au personnes. site, hein, on n'a pas fait n'importe quoi, hein, pour accueillir en fait le monde. Et donc voilà, on passe une journée vraiment géniale à refaire le monde éducatif globalement. C'était un peu Woodstock entre guillemets parce que les gens pouvaient rester dormir sur place avec leur tente. Donc ça s'est poursuivi aussi après dans la nuit en fait nos échanges. Donc en fait humainement parlant, on a passé vraiment un moment excellent. Et de ça, on s'est dit c'est trop dommage de rester là-dessus. Ça avait fait du bien à tout le monde en fait globalement et puis c'est comme si ça avait ouvert une porte auquel on ne s'attendait pas. Et donc, on s'est dit, bon, ben, l'année prochaine, on essaie d'organiser un événement qui durera plus longtemps, parce qu'on était fatigué aussi en termes d'organisation. On avait mobilisé beaucoup de temps et d'énergie juste pour une journée. Le lendemain, il fallait tout replier, donc bon, on était un peu crevés. Donc, on s'est dit, au moins déjà pour ça, pour nous ménager, nous, on va essayer de faire un truc sur 3 jours. Et puis, bah, 3 jours, parce que ça nous laissera plus de temps d'échanger et puis de voir un peu comment ça se passe. Et en y réfléchissant, on se dit, bah, tiens, on va faire un festival, mais on ne savait pas du tout ce que c'était en fait un festival. Nous, on voulait juste l'appeler le festival pour l'école de la vie. Et voilà. Et donc, on s'est lancé dans cette initiative. On a cherché des terrains. On est tombé sur le château de Flogère, donc avec les propriétaires, les Colbert. Bah, il y a eu un vrai coup de foudre humain en fait. On s'est vraiment apprécié. Et ils nous ont dit, OK, avec plaisir pour organiser votre événement sur notre site. Et je pense qu'eux aussi ne s'attendaient pas à ce qu'on a vécu parce qu'on est passé de 600 personnes à 9000 personnes. En une année? Et eux, ils étaient. Ouais. C'est Et eux, énorme. bah, c'est énorme, ouais. Alors, eux, sur leur site, ils organisent continuellement toute l'année des événements, donc des grands mariages, du building d'entreprise, etc. Donc, ça leur arrive quand même d'avoir beaucoup de monde. Mais ils ont été pas choqués, mais pas prêts, en fait. Surpris. Ouais. Ouais, pas prêts à ce qu'il y ait autant de monde sur leur château, parce que c'est quand même un château qui est classé au patrimoine, avec un parc qui est avec des plantes endémiques, qui est magnifique. Enfin, le lieu en lui-même, je ne sais pas si on peut parler d'énergie, mais énergétiquement, on se sent super bien en fait dans ce lieu. Ouais, il faut y aller. Moi, je recommande d'aller au château de Flogère pour les gens qui nous écoutent, parce que déjà, c'est classé au patrimoine, donc il est très beau, et puis on s'y sent vraiment très très bien. Donc, très surpris, tous, qu'il y ait 9000 personnes qui viennent. On passe 3 jours exceptionnels dans la bienveillance. Il n'y a pas un seul déchet par terre. Enfin, les gens sont hyper clean et tout, top quoi. Et donc à la fin de ces 3 jours, on trouve ça génial. On se dit bon ben on va continuer. Et donc du coup, ben on s'est rajouté une casquette d'agence événementielle qui n'était pas prévue d'origine. Parce que bah, du coup, tu vois, maintenant on enchaîne depuis 5 ans parce que en fait, on est porté par le fait qu'on se rende compte de l'impact que peut avoir le festival en termes de prise de conscience, en termes euh, de choses en fait qui se créent derrière. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se créent, il y a des associations qui se créent, il y a des écoles qui se créent, il y a des partenariats qui se font. Évidemment, ça fait de l'écho. Moi, je suis très surpris.
quand je me balade un peu partout, que parfois j'entends parler du Festival pour l'école de la vie, et on me dit « Ah, c'est vous qui l'organisez ?» Je dis « Ah ouais, c'est fou, vous le connaissez ?» Alors que je ne suis pas forcément en France, des fois je sais pas, genre en Belgique ou en Suisse. Donc ça fait de l'écho, et ça fait tellement d'écho que maintenant on a quand même des institutions qui viennent. Il y a une partie des gens du ministère de l'Éducation nationale aussi qui viennent. On sait qu'il y a des gens de la DGESCO aussi qui sont déjà venus. Il y a l'UNESCO qui nous a contactés cette année pour envisager d'être partenaire des événements qu'on organise. Donc ça, en fait, ça prend quand même de l'ampleur, mine de rien. Il y a quand même entre 10 et 15 000 personnes maintenant qui viennent tous les ans, de la France entière et quasiment de 10 pays. Et donc voilà, donc en fait le Festival pour l'école de la vie se veut apporter un regard un peu nouveau sur ce qui existe. Donc quand je dis nouveau, c'est apprendre entre guillemets, parce que c'est l'existant, sauf que les médias n'en parlent pas, donc on n'est pas au courant. Et donc il y a 220 exposants, donc ce qui veut dire 220 professionnels qui proposent des outils ou de l'accompagnement pour les parents, les enfants et les enseignants. Et plus, c'est pas médiatisé, mais pour autant, il y en a certains, ça fait plus de 40 ans qu'ils exercent leur activité. Donc, ils ont leur microcosme, hein, parce que, évidemment, leur activité fonctionne bien, donc ça se développe, mais ce que j'appelle dans leur microcosme. C'est-à-dire que, tant que des grands médias ne parlent pas de tout ça, en gros, on n'est pas au courant, à part si on fait une démarche active très personnelle de chercher de l'information, et probablement, à un moment donné, on peut tomber sur eux. Donc, nous, on veut éclairer ça, on veut dire, voilà, une partie de l'existant, c'est peut-être 2% de ce qui existe en France. Il y a 35 conférences toujours autour de l'éducation avec des thèmes très différents, des ateliers pour les enfants, les parents, les enseignants, des spectacles pour les enfants, des concerts, c'est un festival, donc tout est en plein air. Et donc voilà, donc on est très heureux de ça, et c'est ce qui nous motive maintenant, en fait, au départ, c'était de mettre en avant le projet de l'école de la vie, et puis maintenant, c'est vraiment de dire, voilà, attendez les amis, il y a plein de solutions autour de nous, voilà ce qui existe en partie, peut-être que ça va semer des graines et que ça va vous donner envie d'aller chercher par vous-même et peut-être même aller dans d'autres événements, parce que maintenant, on a inspiré aussi d'autres personnes, donc il y a d'autres festivals qui commencent à se créer un peu dans l'univers en fait, qu'on a créé. Il y a des salons, il y a des forums, des colloques qui sont en train de se faire de plus en plus. Donc moi, je trouve ça génial parce que je me dis que d'ici une dizaine d'années, probablement qu'il y aura des salons ou des événements dans l'éducation dans peut-être tous les départements de France. Donc c'est top, c'est comme ça qu'on va réussir justement à faire avancer les choses dans le système. Plus on sera nombreux à organiser des événements, plus on sera nombreux à parler de tout ça, et plus le système de notre éducation nationale va évoluer dans le sens qu'on a envie, quoi. Parce que c'est primordial en fait que ça avance dans le bon sens et qu'on revoie un peu tous les schémas d'un système qui date d'il y a un siècle, quoi. Il y a beaucoup de bonnes choses, hein. Moi, je ne crache pas dessus, hein. Ton festival, ton festival, il apporte des clés pour que les parents puissent trouver une alternative à l'éducation nationale, parce que on est quand même très formaté. Bon, à l'école, c'est comme ça. Et à un moment, je me suis moi-même posé cette question parce que j'ai ma fille qui est hypersensible et ça se passait très, très mal à l'école. Et du coup, j'ai ouvert les champs, mais en fait, ça a ouvert une porte de « Ah, mais en fait, il y a plein d'autres trucs que l'éducation nationale. » Mais je n'avais même pas conscience que c'était possible. Et donc, plus ce sera médiatisé, plus ce sera visible, plus tu apportes en fait ces clés aux parents de pouvoir se dire ben, « Je peux faire autrement. » Et puis même, je peux peut-être me remonter les manches et avoir aussi ma part dans ça pour être actif. Et merci parce que c'est un beau cadeau que ça me paraît important. Mais une fois de plus, nous, notre idée, c'est pas de dire l'éducation nationale, c'est nul ce qu'ils font. C'est absolument pas ça, parce qu'il y a de très belles initiatives, il se passe de très bonnes choses, et c'est important que ça existe parce que c'est gratuit. Déjà, d'une part, tu vois, c'est l'école publique, donc c'est accessible à tout le monde. Faut pas se leurrer, les écoles alternatives, c'est accessible peut-être à 4-5% de la population, parce que ça coûte beaucoup trop cher pour beaucoup d'entre nous. Donc, ce n'est pas du tout la solution qu'il y ait des écoles alternatives. La solution, en fait, c'est d'inspirer le système de l'intérieur ou de l'extérieur en leur disant, voilà tout ce qui existe, pourquoi on ne se rencontrerait pas, pourquoi il n'y aurait pas une union entre l'existant de ce que vous avez construit et puis tous ces professionnels qui y a autour de vous. Donc, moi, c'est plutôt d'essayer de les marier, en fait, de les unir en disant, voilà, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler ensemble, en gros, quoi. Et visiblement, ça a l'air d'aller dans ce sens-là, même s'il y a beaucoup de réticences, parce que c'est pareil, il faut quand même être lucide. Hein, tu es face à une institution, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est ça, en fait. Alors, une institution, puis surtout, on est en France, donc on est avec notre culture, notre passé, notre histoire, notre propre conditionnement. Et donc, c'est très différent d'un pays à un autre, tout ça. Et donc, nous, dans notre culture, on est une culture qui est, moi, je l'appelle la culture du non. Donc, on a beaucoup de mal à
on n'est pas ce que j'appelle dans l'intuitif personnel. C'est-à-dire que si on prend par exemple le Canada, l'Angleterre et les États-Unis, eux, ils font très vite confiance à l'individu. C'est-à-dire que si le courant passe bien, ils vont vite te faire confiance et donc du coup, ils vont te suivre pour plein de choses. Hein. Ça peut être, je sais pas, tu crées ton entreprise, le gars te rend compte, tu as besoin de financement, lui potentiellement il peut t'aider. Si le courant est bien passé, il ne va pas attendre 1 an pour investir, il va te suivre. Nous, en France, on est extrêmement long en fait à la démarche. C'est 6 mois à 1 an un Français avant de prendre une décision. Donc en fait, on a tout un système qui est lié à notre culture où on prend beaucoup de temps à modifier les choses ou à les faire évoluer. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est que nous, dans notre culture, en fait, on met du temps à ce que ça évolue. Donc c'est pour ça que je me dis que si on refaisait un live dans 15 ans, bah, tu verrais qu'il y aurait eu de très belles évolutions au sein du système éducatif. Sauf que voilà, entre-temps, mais il faut qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, comme plein d'autres, parce qu'on est des centaines de milliers de personnes, à essayer de semer des graines, à inspirer les gens, à faire du mieux qu'on peut en fait avec nos compétences et avec qui on est. Et c'est comme ça en fait que les choses avancent. Voilà, tout simplement. Merci. Oui, j'en prie. Julien, quelles sont les 3 grandes fiertés de ta vie? Les 3 grandes fiertés de ma vie. Ouais, déjà, j'ai une petite vie. Pour le moment, j'ai 41 ans. Je vais avoir 42 ans bientôt. Oui. Alors, les 3 fiertés. Mhm. Alors, une qui me vient à l'esprit, c'est en 99, je deviens champion de France de Kung Fu. Et ça, j'ai été très fier de ça. Euh, alors après, je pense que c'est accessible à tout le monde. Hein. D'ailleurs, on pourrait faire un petit parallèle. Je dis que c'est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu répètes les choses. Imaginons, tu trouves une passion, parce que j'étais passionné du Kung Fu, donc bah, je m'entraînais très régulièrement. En plus, mon meilleur ami faisait du Kung Fu aussi avec moi, donc on regardait tous les films de Jackie Chan, de Bruce Lee, tout ce qui existait en fait dans les arts martiaux. Et puis on voulait faire les mêmes mouvements, les mêmes techniques le week-end au Bois de Boulogne, et on se filmait avec un caméscope et on regardait. Enfin, on était ultra passionnés. Donc, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où tu trouves ta passion, peu importe ce que c'est, ça peut être la peinture, le dessin, nous les arts martiaux, je sais pas, la natation, peu importe ce que c'est, au bout d'un moment donné, tu deviens bon dans ce que tu fais parce que tu es passionné. Donc, ça veut dire que une partie de ta vie, une partie de ton énergie, de tes pensées sont tournées autour de ça. Donc, c'est comme s'il y avait tout qui faisait que de toute façon, à un moment donné, tu vas être bon quand même dans ce que tu fais. Quoi. Je trouve ça excellent. À force de répéter, en fait, on améliore encore et encore et encore. Et le but, c'est de répéter suffisamment pour améliorer jusqu'à l'excellence. Mais c'est ça, ouais. Et c'est ce que je trouve génial parce que c'est un mécanisme qui est hyper simple, hyper basique et qu'on peut appliquer dans tout ce que tu veux. Quoi. Et donc, c'est pour ça que je dis, je suis fier de ça parce que oui, c'est génial d'avoir été champion de France, c'est quand même pas rien. Mais en même temps, c'est pas que je relativise, mais je me dis, potentiellement, ça peut être accessible à tout le monde sous la condition, bah, justement, que tu développes cette passion pour quelque chose. Quoi. Donc ça a été, ouais, on peut considérer que c'était une des fiertés. Deuxième fierté, c'est mon premier voyage seul. Parce que, en fait, j'avais un ami déjà qui voyageait seul depuis quelques temps et en fait, il n'arrêtait pas de me dire, mais Julien, mais ça te correspond à 100%, il faudrait que tu le fasses. Et tu sais, dans notre société dont je te parlais, ben, peu importe où on est conditionné à avoir un prisme en fait de réalité, on voit les choses d'une certaine façon. Et notamment dans l'inconscient collectif, le fait de voyager seul, encore plus quand tu es une femme, ça te fait un peu peur, quoi, en fait. Tu vois, la peur de la solitude, la peur de peut-être de croiser des psychopathes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans notre conditionnement, quoi, en gros. Et donc moi, j'étais un peu dans cette bulle-là, mais quand même ouvert, parce que j'étais déjà à l'époque dans des lectures comme La prophétie des Andes, tu vois, des bouquins comme ça. Donc j'avais une ouverture d'esprit assez tôt en fait en développement personnel, mais franchir ce pas, c'était un pas quand même. Et donc bah, quand je l'ai franchi, ouais, oui, je pense que j'ai été fier en fait de vivre cette expérience, parce que ça a été une expérience de dingue. Euh, je pense que toute personne qui voyage seule à l'heure d'aujourd'hui doit se rappeler son premier voyage, son tout premier voyage quand elle est partie seule, parce qu'il est quand même assez marquant. Et c'est tellement puissant, en fait, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été tellement, tellement puissant que bah, maintenant, en fait, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai besoin de tous les ans de partir seul quelque part. Alors, idéalement, quand je peux, bah, dans un pays que je connais pas.
ou si c'est pas possible en France, quoi, je pars seul avec mon sac à dos ou en vélo et ça me fait beaucoup de bien. Alors, je précise que quand on est seul, c'est pas forcément se reculer de la civilisation et voir personne. Ça peut être l'idée, hein, parce que ça m'arrive aussi. Mais c'est surtout l'idée en fait de revenir à soi, d'être vraiment connecté avec soi et pas forcément si tu voyages avec ton chéri ou ta chérie ou des amis, connecté à cette personne-là. Et donc quand tu voyages seul, tu as le choix et la liberté de rester soit avec toi, si ça te fait du bien, soit si tu as envie de rencontrer du monde, c'est assez simple, si tu as un minimum sociable, tu vas rencontrer du monde un peu partout. Donc c'est ce que j'aime dans le fait de voyager seul, c'est de revenir vers moi. Et donc c'est pour moi comme un outil de développement personnel et de me sentir plus connecté à ce qui m'entoure, donc à la nature, parce que j'aime bien du coup être en pleine nature, connecté à mes émotions, à ce que je suis, mes pensées, ma créativité, l'air, le sol, parce que j'aime bien marcher nu. Tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Et puis après, voilà, cette liberté de me dire, bon, bah tiens, ce soir, potentiellement, si je rencontre quelqu'un, je dîne avec lui. Et ça, j'aime bien cette perspective. Donc ça, ouais, le premier voyage, ça a été une vraie fierté. C'est Et le courage de y aller, quoi. Tu as dépassé ouais, tes peurs et tes freins pour prendre le courage à deux mains et oser y aller. Et c'est de ça dont tu es ouais, vraiment fier. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il y en a tellement, ça se trouve, qui nous écoutent, qui aimeraient le faire et qui ne l'ont pas C'est encore ça. fait. Donc moi, je leur dis, faites-le. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et, et le troisième, Deuxième. c'est la création de mon entreprise. Mhm. À 23 ans, je crée ma boîte. Je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris. 10 mètres carrés, c'est pas beaucoup. J'en avais 9, huitième Non, étage, bon, sans ascenseur. Mais vue sur voilà. la Tour Eiffel, dans un petit coin. Ouais, donc bon, on se comprend alors. Ouais, ouais, Et c'est puis, ça. j'avais pas de sous. Je sortais d'une période où j'avais été dans la rue pendant 6 mois et dyslexique, dysorthographique. Enfin, bon, en gros, j'avais rien pour moi en fait pour créer une boîte. Mais quand je dis rien pour moi, c'est pour la société dans laquelle on se trouve, hein. Oui. Mais j'avais ce sentiment qu'il fallait que je le fasse. Donc un gros besoin de liberté et puis je sais pas, quelque chose de fort en fait qui me disait non mais il faut vraiment que tu le fasses, quoi. J'ai un truc à apporter à notre société. Moi j'appelle ça de l'intuition. Des fois c'est difficile de mettre des mots. Et de Et donc l'enthousiasme, un élan pour aller là-dedans, quoi. c'est ça, ouais. Je ne savais pas d'où La- ça venait, mais la- c'était la- là. ouais. L'enthousiasme, la niaque, vraiment, ouais. Et que j'ai développé, je pense, dans les arts martiaux. Ça a été une vraie école. Et donc, voilà, je me lance là-dedans contre toute attente. Je quitte un job dans lequel j'étais plutôt bien payé quand même. Et puis, évidemment, l'entourage le plus proche qui te dit, mais t'es es sûr de ce que tu fais, Julien? Tu as vu le chômage en ce moment? Tu te lances dans un secteur, moi à l'époque, je crée le marché du tourisme éco-responsable quand même, sans m'en rendre compte. Donc, je me lance dans un secteur que je ne connais pas. Mais pareil, habiter d'une voix, en fait. Moi, je voulais juste faire découvrir aux gens ma façon de voyager et qui n'existait pas. Donc, je crée un modèle économique et je crée le marché du tourisme éco-responsable sans m'en rendre compte. Ce qui fait que les 2 premières années, c'est très galère. Vraiment, c'est très compliqué. La société décolle pas, j'arrive pas à me dégager un salaire. Et donc, pression un peu sociétale, hein, des amis, de la famille qui te dit, putain, Julien, ça peut-être bien que tu commences à chercher un job. Et puis moi, je leur dis non, ça va marcher. Je sentais qu'il fallait que je continue. Et puis voilà, j'ai bien fait en fait de continuer parce que évidemment, ça a marché au bout d'un moment. J'ai trouvé des investisseurs qui m'ont demandé. Alors, c'est pas les levées de fonds qu'on peut voir dans les journaux où ils ont levé des millions d'euros. Moi, c'était quelques milliers d'euros, mais ça m'a permis de sortir de ma chambre de bonne et d'avoir un bureau dans un espace partagé, quoi. Et c'est de là, en fait, où ça a changé énormément de choses, puisque j'ai pu recruter une équipe. Et donc, on a commencé à développer davantage l'idée. Et puis voilà, après, je me suis développé davantage. Mais ouais, en fait, je suis fier de ça. Je suis fier de m'avoir écouté et d'y avoir cru, quoi. Parce que je me dis à chaque fois, en fait, j'aurais pas été comme ça. Je pense qu'on ne serait pas là en train d'échanger, à mon avis. Si j'avais écouté mon entourage et tout ça, la société, ouais, je pense que j'aurais suivi les rangs comme tout le monde et j'aurais repris un job potentiellement dans une boîte dans laquelle je ne me serais pas épanoui, mais juste pour avoir de l'argent et payer mes factures. Et donc voilà, ouais, je pense Tu que avais ça, une c'est force en toi qui était plus forte que les bruits qu'on pouvait entendre autour et ça a bouché, ça a mis des bouchons dans ouais, tes oreilles. ça. Et puis après, il y a quelque chose que tu peux pas transmettre et que tu as du mal à expliquer, c'est que tu sens vraiment définitivement que tu es sur ton chemin. Mm. Et ça, les autres, ils peuvent pas le mesurer parce que toi, tu le vis de l'intérieur.
Et moi, la seule façon peut-être pour le matérialiser, c'est que toutes les portes, elles s'ouvrent. En fait, tu rencontres les bonnes personnes, il y a beaucoup de synchronicité qui s'installe dans ta vie. En fait, il y a quand même quelque chose de très fluide en fait, qui se met en place. Et ça, pour l'expliquer, à part comme ça avec des mots, il faut le vivre. Et c'est assez étonnant, c'est vraiment étonnant. Moi, enfin, du jour au lendemain, quasiment, quand j'ai quitté ma boîte, en l'espace de 6 mois, j'ai commencé à ressentir ce truc-là. Et puis en fait, ça te fait beaucoup de bien, parce que tu vois, tu sens en fait que tout est fluide et que tu es sur ton chemin, quoi. Même si au bout de 2 ans, l'activité ne se développait pas, moi, je sentais quand même cette énergie-là, quoi. Un peu comme, je sais pas, comme si j'étais soutenu, tu sais, comme si, je sais pas, il y avait des forces invisibles en fait qui étaient là et qui m'accompagnaient et qui me soutenaient et qui me faisaient rencontrer les bonnes personnes. Enfin, c'est toujours le cas maintenant, hein. C'est assez dingue, hein. Voilà, donc moi je pense que ce phénomène que j'explique, il peut être appliqué à tout le monde. La seule condition parmi plein d'autres, c'est dans un premier temps de découvrir pourquoi on est fait en fait. C'est-à-dire quelles sont nos excellences, qu'est-ce qui nous habite réellement, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer et comment on peut mettre nos talents, nos excellences à contribution pour les autres en fait, pour le bien commun. Et je crois que si on est tous là-dedans, on vit tous ce phénomène-là en fait. Je rajouterais juste une nuance, c'est que le X, le pourquoi on est là, on le trouve aussi dans le chemin. Oui, Il y a des moments où on a besoin de passer par des chemins qui justement sont pas notre route pour qu'on s'en rende compte que c'est pas ça qu'on veut, que c'est bien pas là sûr, qu'on doit être. bien Et sûr. donc pas forcément attendre d'avoir trouvé. Il y en a plein, hein. Ils se disent oui, mais moi je sais pas exactement c'est quoi ma mission de vie, pourquoi je suis là, je sens bien qu'il faut. Attends pas, vas-y, C'est ça. commence ton chemin, n'attends pas. C'est ça. C'est en agissant qu'on trouve. Exactement, il faut être dans l'action. Ouais. Et en même temps, tu sais, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que je me dis que si on accompagne les enfants dès le départ, en fait, tu vois, le plus tôt possible à l'école et à la maison, je pense qu'après, on se pose plus ce genre de questions, tu vois, parce que dès le départ, on aura été accompagné justement à savoir qui on est, à comprendre nos émotions, à être déjà dans une démarche un peu de développement personnel, sans trop d'excès, hein, mais tu vois, à poser des bases, en fait, comme à semer des graines déjà autour de ça. Je pense que ça changerait tout, en fait, pour les adultes de maintenant et les jeunes adultes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se concentrer autour de l'éducation de nos enfants. Ouais, c'est la base, c'est la Mm, base mm. essentielle. Ouais. D'ailleurs, dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être qu'ils sont, à la fois imparfait et quelque part divin. Mm. T'en es où, toi, sur ce chemin-là? Sur ce chemin de t'aimer tel que tu es, Ah, dans toutes tes imperfections et tout l'être que tu es. ben moi je m'aime, hein. Vraiment, hein, ouais, franchement. Mais enfin, c'est pareil. Si on nous accompagnait aussi le plus tôt possible à comprendre un peu les mécanismes, parce qu'en fait, pour s'aimer, pour être bien avec soi, il faut être en accord avec soi-même, il faut être bien avec ses valeurs, il faut être en accord avec ses valeurs. Et donc, le premier exemple qui me vient à l'esprit, si on part du principe, pour être sympa, qu'il y a 70% de la population qui fait un travail qu'il n'aime pas forcément, qui n'est pas vraiment épanouissant, juste un job qui est purement alimentaire, qui permet de payer les factures, d'assurer le foyer, en fait. La plupart, c'est ça, hein, c'est de subvenir aux besoins de la famille. Et puis, quelque part, bah, toi, en tant qu'individu, tu te mets un peu de côté. Et donc, rien que ça, déjà, je pense que ça change énormément de choses si on nous accompagnait le plus tôt possible à savoir mais pourquoi on est fait, en fait. Je te dis, quelles sont nos excellences, etc. Donc, si déjà tu fais un job dans lequel ça te donne du sens, dans lequel tu t'épanouis, déjà, tu es plus en accord avec toi-même. Donc, il y a déjà un peu plus de chances que tu t'aimes. Si tu mets en plus en pratique, moi, ce que j'appelle des routines quotidiennes, mais qui devraient être aussi accompagnées dès le départ, moi, mes routines, et qui sont applicables pour tout le monde, c'est j'ai trouvé le sport qui me convient bien et j'essaie d'en faire assez régulièrement dans la semaine. J'ai trouvé l'alimentation qui me convient bien et donc bah, je mange en fait ce qui est bon pour ma santé et pas juste pour manger pour me remplir, ce qui est bon pour ma santé. Et ça, c'est très challengeant hein, parce que je suis un épicurien, donc parfois j'ai envie de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Euh, il y a ça, et je fais attention à mon sommeil. Donc, moi, j'ai plus de réveil depuis une vingtaine d'années, donc je suis attentif à mon cycle de sommeil. Là, en ce moment, j'ai besoin d'un cycle de 8 heures, par exemple, et donc je me couche en fonction. C'est-à-dire que je sais que si je me couche à 10 heures, bah, je vais me réveiller à 7 heures, 6 heures, etc. Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir un sommeil qui est réparateur, parce que ça détermine après toute l'énergie dans laquelle tu vas être le lendemain.
Les matins, j'ai mon petit rituel où je fais mes exercices de yoga, je fais des tractions, des pompes, je bois un verre d'eau. Enfin, j'ai mis en place tout un rituel en fait comme ça qui me fait du bien. Et ça, pareil, Entretiens ton corps, ça te permet exactement. de te maintenir. C'est ça, ouais. Et ça, je pense que c'est un peu les basiques, se rapprocher de la nature, s'entourer de gens positifs, essayer, pour ceux qui ont franchi le pas, bah, de pouvoir partir 3, 4 jours, une semaine ou plus seul pour revenir un peu vers soi. En fait, tu vois, c'est multifactoriel, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut mettre en place dans son quotidien. Et pour croiser vraiment des milliers de personnes depuis de nombreuses années, c'est applicable à tout le monde, qu'on soit seul, en couple, avec des enfants, tout ce que tu veux. On a tous des journées de 24 heures. Donc pour moi, en fait, c'est des fausses excuses de se dire que en 24 heures, j'ai pas le temps de consacrer, je sais pas, allez, une demi-heure pour moi. Enfin, la personne qui te dit ça, je me dis, il faut qu'elle revoie un peu quand même son planning. Tu peux consacrer au moins une demi-heure rien que pour toi. Il y a plein de gens qui sont en roue libre et qui essaient juste de faire leur possible et C'est ça, qui courent après le temps, en fait. Ils ne c'est se ça. rendent pas compte que le temps, c'est à eux de le prendre. Mais Mais c'est ça, ça. pour cette décélération, le monde fonctionne un peu comme ça. Hein. Ouais, ouais, On est un peu entraîné dans ça, dans les sociétés. Enfin, voilà, donc ça n'arrête pas, reste pas. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, d'ailleurs. Hein. C'est Bah, bien sûr, juste cette décélération et souvent, d'ailleurs, c'est une maladie qui nous fait décélérer. C'est quelque chose qui vient nous ouais, percuter, à dire c'est ça, mais c'est quoi, attends, elle est où ma vie, c'est quoi ça? c'est ça. Et donc, il ne faut pas avoir de culpabilité non plus quand on est dedans, en fait, Bah non, parce que c'est c'est ça, comme ça, et c'est juste ça. prendre conscience de commencer par des petits pas. Si déjà prendre 30 secondes, 1 minute pour soi, c'est déjà un pas, bah, c'est bien. Il Tout faut à y fait. aller et puis progresser, et puis à un moment, vous pourrez prendre 3 jours, quoi. Ah, mais Mais il exactement, faut commencer sans se culpabiliser en allant pas à pas vers c'est ça. ça. Et moi, je rajouterais même, en fait, il faut faire du mieux qu'on peut. Tu vois, le mieux qu'on peut pour quelqu'un, c'est pas le même pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc, à partir du moment où chaque personne fait du mieux qu'elle peut pour tendre dans cette direction, déjà, elle a fait, à mon avis, au moins 50% du chemin. Et c'est pour ça comme on est quand même tous différents dans nos vies, dans notre environnement, dans les choix qu'on a fait, etc. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer de faire du mieux qu'on peut dans tout, quoi. Et donc, partir du principe de conscientiser que c'est important, que c'est probablement une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, et de faire du mieux qu'on peut dans cette direction, ouais, déjà, c'est déjà énorme. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si tu fais ça, déjà, en fait, dans ton quotidien, donc peu importe le temps, l'heure, le jour, etc., normalement, tu es quand même t'es mieux dans ta tête, tu es mieux dans ton corps, tu es probablement mieux aussi dans l'interaction avec les gens. Dans des situations données, tu vas peut-être réagir de manière très différente qu'une personne qui ne serait pas dans cette dimension-là. Tu sais, moi je pense qu'on est, allez, on va dire, on est bientôt 8 milliards d'individus, on a 8 milliards de mondes différents, qui est lié à notre prisme, en fait, notre regard, tu vois, comment on voit les choses, en fait, comment on les interprète. Et je sais pas, imaginons, on vit une situation en commun et il y a un accident, et ben, on va chacun vivre la situation de manière très différente. Et je pense que c'est important du coup de s'occuper de soi parce que tu cultives aussi une forme d'optimisme et une forme de positivité en fait sur la vie. Donc tu t'extrais un petit peu en fait des situations et donc ça permet sûrement aussi de mieux absorber le flux de la vie qui évidemment qui est pas tout le temps rose quoi. La vie c'est pas tout le temps plat comme ça. Bah, il y a des hauts, il y a des bas, des trucs comme ça. Mais si tu es dans cette dimension de t'occuper de toi, bah, je pense que tu les vis mieux, quoi. Typiquement, le confinement qu'on a tous vécu, bah, je pense que ceux qui étaient déjà dans une démarche de prendre soin d'eux, ils l'ont 10 fois mieux vécu que les personnes qui ont subi un peu ce truc-là parce qu'elles n'étaient pas prêtes, en fait, tu vois, à vivre ça et qui n'étaient pas encore dans une démarche de conscientiser qu'il fallait qu'elles s'occupent de leur machine biologique et tout, etc. Donc, Il y a plein de gens qui se sont trouvés face à l'inconfort de leur logement, c'est de ça, tout ce qu'ils n'avaient pas mis en place avant. En fait, ils se sont trouvés exactement. face à ce moment présent où là, Mais oui, bah, tu es face à toi-même. bah, c'est ça. Et Avec du coup, toutes ça les saute un peu pensées. au visage, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et parce que, comme tu le dis, notre réalité va trop vite. La société dans laquelle on est, tout est orchestré pour que ça aille super vite. Donc les gens, ils n'ont pas le temps de prendre du recul, de se poser, de réfléchir si je vais bien, si je vais pas bien, pourquoi je me suis marié, est-ce que je suis OK avec cette décision, je fais des enfants, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire? En fait, tac, 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 on avance, quoi, on trace, et donc tout est orchestré un peu pour que ça aille très vite. Et c'est vrai que c'est difficile, du coup, de s'extraire à un moment donné de tout ça et de se poser les bonnes questions. C'est quoi le bonheur pour moi? Est-ce que je suis heureux?
Est-ce que je suis bien dans mon corps? Enfin, toutes ces décisions, qu'on a prises. C'est pour ça qu'effectivement, il ne faut surtout pas avoir de culpabilité et surtout pas se flageller. Mais déjà commencer à conscientiser ce phénomène-là, c'est déjà aussi un premier pas. Se rendre compte que c'est une évidence, on est dans une société en fait qui est comme ça, où c'est pas simple. En fait, on nous fait croire qu'on ne peut pas prendre le temps, etc. En réalité, on a le temps. Moi, je te donne mon exemple, parce que je le dis souvent, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise, et je leur dis, moi, de plus en plus, là, ces dernières années, j'arrête de bosser à 17h30. Même si je suis en train de travailler sur un dossier, etc., à 17h30, j'arrête, parce que c'est le moment où je vais m'occuper de moi. Et il y en a plein qui me disent, mais comment tu fais Je dis, ouais, mais fais-le, essaie de le faire, essaie de prendre à un moment donné du temps en fait, dans la journée pour toi. Moi, je l'ai mis de cette manière. Pour toi, ça peut être le matin très tôt, dans l'après-midi, comme tu veux. Mais fais ça et tu verras qu'après, en fait, dans ton business, tu verras que tu vas être beaucoup plus performant. Parce que chef d'entreprise, il faut leur parler performance. Parce que la base, c'est s'occuper de soi. La base, c'est prendre soin de soi, en fait. Il faut vraiment conscientiser que c'est hyper important d'être bien avec soi-même, etc. Et qu'en fait, tout le reste, c'est des options, quoi. Donc, voilà. On est bien, à partir du moment où on est bien avec soi, on retrouve son enthousiasme à faire les choses. Et quand on est dans l'enthousiasme, il y a une énergie, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. Ça prend moins de temps pour faire des choses bien meilleures, en fait. Et en plus, on en prend du plaisir, donc on peut se nourrir de ça. En tant qu'entrepreneur, c'est hyper important d'être dans l'enthousiasme, d'entretenir ça, parce que ça s'entretient. Même quand on fait un boulot qu'on aime. Mais bien sûr, mais complètement. Mais c'est même, j'allais dire, le travail d'une vie. Je ne sais pas si travail, c'est le bon terme, mais en tout cas, un chemin. Ouais, un chemin. Ouais, c'est le chemin d'une vie, ouais, complètement. Et vraiment, moi, je peux sentir la différence. Et je pense que ceux qui nous écoutent, qui le vivent un petit peu, si à un moment donné, il y a une phase où tu n'as plus trop le temps pour X raisons, je ne sais pas, ça peut arriver, quoi, avec, je sais pas, pendant 3-4 jours, une semaine, pour X raisons, tu n'as pas eu trop le temps en fait, d'être dans cette... Tu vois tout de suite la différence dans ton état d'humeur, dans ton état d'esprit, dans plein de choses en fait. Et donc, c'est là où tu te dis que ouais, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est important, juste d'être bien. Quoi. Et j'aime bien cette notion d'enthousiasme, ouais, parce que l'enthousiasme, c'est ce qui change tout dans plein de choses. Et donc, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, peu importe, quoi, mais être enthousiaste, c'est important pour bien vivre notre vie du quotidien, qui est suffisamment relayée par les médias de manière trop anxiogène, pour ceux qui écoutent la télé, la radio, etc. Et donc, parce que c'est pareil, hein, c'est peut-être 60%, 70% de la population qui regarde la télé, qui écoute la radio et qui est abreuvé d'informations ultra anxiogènes. Rien que ça, c'est une démarche, hein, de te couper de ça et puis l'écouter. Combien de fois j'ai entendu à l'époque, quand j'ai acheté ma télé, me dire, mais Julien, mais t'es fou, tu te coupes des informations. Comment tu vas faire? Ouais. Je n'ai pas besoin de regarder les infos pour savoir ce qui se passe dans le monde. Hein. Mais c'est ça. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est le réflexe de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde dit la même chose. Et en fait, l'information, je leur dis, mais regarde, on est en train de boire un thé, tu es en train de me raconter tout ce que tu as vu la veille. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir la télé. Et le pire, c'est que je n'ai pas forcément envie de l'entendre, mais tu me le dis quand même. Et donc, je préfère aller chercher de l'info, voilà, plutôt que de la subir. Alors, il y en a qui vont dire, ça dépend de l'utilisation que tu en fais, je suis d'accord. Parce qu'il y a sûrement de très bons reportages, de très belles choses aussi, malgré tout, à la télé, hein, forcément. Mais bon, moi, je réagis de manière un peu globale. On peut consommer la télé aussi. Hein. Enfin, c'est aussi nous qui avons la télécommande et qui avons le choix de regarder ce qu'on a envie de regarder. Il y a de très bons documentaires. Bon, après, on peut les trouver aussi sur Internet facilement. Mais voilà, c'est pas... On est acteurs. Enfin, c'est nous qui avons la télécommande. Hein. C'est nous qui avons le pouvoir. Hein. Donc, c'est pas la télé de décider ce qu'on va regarder le soir. Enfin, c'est un truc qui... Libération, quoi. Et tu sais, en fait, je pense qu'ils ont bien compris... que orienter les choses autour de la peur, ça fonctionne bien et ça permet de bien contrôler une population. Et donc, évidemment, c'est pas simple, je pense, pour une grande majorité des citoyens, en fait, de faire abstraction de tout ça, de se dire, OK, non, je vais m'occuper de moi, parce qu'il y a un conditionnement hyper fort. Donc, c'est très, très compliqué. Ça, moi, j'en ai vraiment conscience. On revient toujours à la même chose, hein, c'est le courage d'affronter nos peurs. Ouais, le courage d'éteindre la télé. Je fais l'essai. Pendant une semaine, je ne regarde pas.
Ça fait quoi? Et C'est comment va ça. ma vie? Et comment je me sens? Oh, voilà, c'est revenir à ça. Et pour clôturer cette interview, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer? Hmm, c'est une bonne question, ça. Un secret que la vie m'a apporté et que je souhaiterais léguer. Eh bien, faut s'écouter. Faut s'écouter, c'est hyper important. Je dis pas que c'est simple. C'est loin d'être simple parce qu'une fois de plus, ben, quand tu auscultes ton entourage et que tu discutes, tu passes sur des projets que tu pourras avoir, peu importe ce que c'est, sur la vie, sur la société, sur plein de choses. Je reviens sur les médias, ce que nous envoient aussi les médias. Ben, au final, ça reste quand même pas évident de se faire son propre avis et de s'écouter, quoi. Et je pense que ouais, faire cette démarche de se faire confiance et donc de s'écouter, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Et après, bah, pour en arriver là, c'est un peu comme un cercle vertueux, hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bah, pour arriver là, il faut s'occuper de soi. Pour moi, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses après. Enfin, ça découle après sur beaucoup de choses dans notre vie personnelle, professionnelle, spirituelle. C'est ouais, bah, disons que en gros, oui, c'est ça, c'est prenez soin de vous. C'est ça que m'a appris la vie en fait, hein. Alors que, par exemple, je pense dans multiples religions dans notre société, on nous fait croire que s'occuper de soi c'est égoïste, alors que c'est tout l'inverse, les amis, c'est tout l'inverse. Il faut vraiment prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Il y a un exemple qu'on donne très souvent quand on va dans un avion. Les stewards ils nous expliquent que s'il y a un accident, le masque à oxygène il descend, et c'est d'abord à toi en tant qu'adulte de le prendre pour t'occuper après éventuellement de ton enfant ou de la personne qui est à côté de toi, etc. Et c'est le même principe en fait. Enfin, on peut l'appliquer vraiment, c'est exactement le même principe. C'est surtout pas égoïste, c'est une belle démarche, et je pense que c'est un peu faire preuve de, tu sais, de l'état d'esprit du colibri. C'est-à-dire que, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, le colibri, c'est un petit oiseau, il prend une petite goutte et il va éteindre un feu dans une forêt. Puis tu as un sanglier qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et le colibri dit bah moi je fais ma part, quoi. Et donc je pense que si chaque citoyen fait ça, déjà quelque part il fait sa part parce il prend soin de lui. Potentiellement il peut inspirer d'autres personnes autour de lui aussi à prendre soin d'elles-mêmes parce que parfois ça peut être questionnant pour les autres de se dire mais comment il fait? Le gars il est tout le temps souriant, il est tout le temps bien, il est rayonnant. Et je sais pas, il a l'air d'avoir créé en plus la vie de ses rêves. Comment il fait, quoi? Ça potentiellement ça peut inspirer aussi des gens. Et c'est ça, en fait, je crois qu'on est quand même plus nombreux que les politiciens, que ceux qui gouvernent un peu nos pays respectifs. Et donc, nous, on peut incarner le changement qu'on a envie de voir, en fait, dans notre monde. Et Gandhi le disait très bien, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est ça, en fait, enfin, la clé du succès, hein. C'est, si on veut une société qu'on estime avoir plus de bon sens, plus dans l'amour, avec un système éducatif différent, avec un système de santé différent, tout ce qu'on veut, c'est à nous, en fait, d'incarner ça et potentiellement, bah, on aura le monde qu'on a envie. Le Donc, pouvoir, il est dans nos mains, en fait, hein. bah ouais, c'est Vraiment ça. Ouais. faire, C'est ça. Alors, faire ce c'est qu'on a. marrant parce qu'hier, il y avait une dame qui me posait une question, qui se posait la question, en fait, qui se disait, elle se demandait si on était, si c'était vraiment les citoyens qui détenaient le pouvoir, en fait, de changer le monde. Et moi, ce que je lui disais, c'est que c'était quelque chose de conjoint, en fait. C'est que dans ceux qui prennent les décisions, globalement, c'est un peu comme dans tout, il y a toujours un ou deux humains, ou voire plus, qui a envie de faire changer les choses de manière positive. Toujours. Et donc, ça ne représente pas la majorité, mais à chaque fois, on a comme des alliés, quoi, un peu partout, en fait, dans les grandes institutions, même au sein des politiques, il y a toujours des personnes en fait, comme ça. Sauf que, bah, évidemment, ils ne sont pas assez nombreux. Et donc, ce que je me dis, c'est que si on arrive justement progressivement à inspirer aussi même toutes ces institutions, tous ces politiques, et donc en partant aussi de l'éducation, inévitablement, on fera en sorte que les individus soient différents, donc avec un mode de pensée différent, et donc ils vont affronter nos situations d'aujourd'hui, économiques, sociétales, environnementales, agroalimentaires, de manière totalement différente. On le voit, là, notre génération qui est entre 20, enfin, la plus jeune génération entre 20 et 30 ans, ils ont conscience de plein de choses. Ils sont déjà, eux, dans l'action. Ils ont déjà envie de donner du sens à ce qu'ils font et de participer à protéger notre planète, ne serait-ce que ça, quoi. Alors que ma génération,
comme je te disais, moi j'ai 41 ans, on n'était pas beaucoup quand même, tu vois, à être dans cette démarche-là et dans ces réflexions. Donc c'est encore une preuve qu'on peut changer les générations et donc du coup améliorer notre société, notre train de vie et protéger notre planète. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci Julien, merci pour ton partage d'expérience, pour toutes ces clés que tu nous as partagées dans cette interview. Toi, auditeur qui vois cette vidéo, j'aimerais beaucoup te lire en commentaire là-dessous. Partage-moi ce que ça t'inspire. Quelles sont tes prises de conscience? Où est-ce que ça couine même? Où est-ce que tu sens que ça avance peut-être un petit peu plus difficilement? Mais partage-moi pour que je puisse aussi échanger avec toi sur ton chemin de vie. Merci beaucoup, Julien. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Eh bien, on est un peu partout. Nous, on est présent beaucoup sur les réseaux sociaux. Si tu parles physiquement, on organise le 4e congrès Innovation en éducation là, le 24 et le 25 octobre à Paris. Donc ça, c'est le 2e événement qu'on organise. Donc il y a le Festival pour l'école de la vie et le congrès Innovation en éducation. Et donc là, ouais, c'est le 24-25 octobre. Et il reste encore des places pour ceux qui souhaitent venir. Évidemment, moi, je serai sur place et je convie à chaque fois les gens à venir pour me rencontrer parce que c'est le bon moment aussi pour se rencontrer. Sinon, après, dans le contexte, je devais normalement partir en tournée à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, au Maroc, en Suisse. Et puis, oui, au niveau des frontières et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça est décalé maintenant au mois de mai. La 6e édition du Festival pour l'école de la vie, ça sera en septembre 2021, dépendant aussi évidemment du contexte et ce qu'on va nous imposer en fait dans le monde de l'événementiel. Donc on attend de voir un peu comment ça va se passer. Et puis sinon, la bonne nouvelle, tiens, je suis très content de ça. Ça, c'est une autre fierté parce que j'avais jamais imaginé faire ça. Ah non, j'en ai encore d'autres. Le film, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est une grande fierté. 2 millions de spectateurs, truc de dingue. Et donc, en fait, là, on a sorti un jeu de cartes qui est inspiré du film C'est quoi le bonheur pour vous et on va recevoir les boîtes de jeux au bureau entre le 16 et le 20 novembre, donc avant les périodes de Noël en plus, c'est cool. Et là, je suis très content de ça parce que ça a été 2 ans en fait pour créer le jeu. Et ça y est, en fait, il est enfin prêt et donc on le reçoit bientôt. Et c'est un jeu qui est destiné à tout le monde, au grand public, au monde de l'entreprise, aux écoles. Donc on peut jouer entre amis, en famille, avec des inconnus. Et on a envie d'amener les joueurs à aborder cette thématique du bonheur à travers plein de questions et de manière ludique. Voilà, donc c'est un bon outil pour apprendre à se connaître et bien connaître les autres. Donc ça, on est content. Et sinon, on a des sites internet. Donc je pense que le plus simple, c'est de taper Julien Perron avec un seul R dans un moteur de recherche. Et puis là, on tombera sur plein d'infos. Sous cette vidéo, il y aura les liens. Je vais mettre les liens en fait, Okay. Pour pouvoir te retrouver. Merci beaucoup, Julien. Merci pour ton temps et puis ton partage. Cher auditeur, suis ton enthousiasme, prends soin de toi, prends du temps pour toi, décélère à ton rythme, fais ton mieux, c'est déjà très bien. Ne te culpabilise pas pour ce que tu fais déjà, c'est déjà parfait tel que c'est. Prends soin de toi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview pleine d'aspiration. À bientôt. Bye bye. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.